À plus, à plus, à plus, à plus. Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous présente Bienvenue chez vous. ברוך הבא לתוכנית טלוויזיה שאנחנו עושים עכשיו. Ah, on me dit qu'il y a des francophones qui ne parlent pas l'hébreu, donc nous allons faire cette émission en français. Bienvenue chez vous. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce moment de détente et d'information sur A+, la chaîne des francophones d'Israël. Nous sommes entourés de nos chroniqueurs qui vont essayer d'apporter quelques news, informations utiles sur tout ce qui fait votre quotidien en Israël. Bienvenue chez vous est à l'écoute évidemment de vos demandes via notre page Facebook et nous allons être attentifs à tout ce qui vous préoccupe et dans tous les domaines. Ça fait plaisir de vous voir, Judith Mergui. Salut. Ça va? Super, Vous êtes hyper venu en forme. voiture? Ouais, On vous a klaxonné? un peu Bien. comme d'hab, voilà. Docteur Lara, psychiatre, bonsoir. Bonsoir. Vous allez tenter de nous éclairer sur l'apprentissage de la langue sur le tard. Évidemment, on pense à l'hébreu. On verra ça tout à l'heure si on est tous égaux dans ce domaine. Et puis un deuxième thème, vous allez nous parler d'un sujet grave chez les ados francophones qui sont pour certains confrontés à une violence un peu dans tout le pays. Ça va Olivia? Bonsoir Stéphane, ça va? Très bien. Avec vous, on saura évidemment quel spectacle à ne pas rater, quel programme de Évidemment. télévision à voir sur un attel. Et bienvenue chez vous aujourd'hui, ce soir, et e-cinéma d'ailleurs, vous fait gagner des places de cinéma. On va en parler dans un instant. Et on va en parler, on va faire un jeu, vous nous expliquerez la règle du jeu. Avec plaisir. Nive, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Innovation qui va nous dire comment Israël est à la pointe, comme d'habitude, sur l'innovation et les applications GPS pour les enfants. Avant de nous faire redécouvrir Shlomo Artzi, ça c'est pour me faire plaisir. Tout ça c'est pour parfaire notre culture musicale. Nive Complètement. est là présent. Maxime Pérez va nous parler du pouvoir d'achat des Israéliens. Et Laetitia Adana, avocate, nous dira ce qu'il faut savoir pour ouvrir sa société en Israël. Voilà, bienvenue chez vous, c'est parti. Docteur Lara, je peux tester votre hébreu? Bien sûr, Il est je parle comment? très bien heureux. Très Ah bon, on bien. va se marrer là. Bien Je teste quitte à ou pas LF, plus. Plus, bon, on va pas le tester. Olivia, je teste. C'est pas la peine. La de même tester. chose. Ouais, on était Nive, en classe évidemment, ensemble. Nive. Voilà, c'est ça. Allez, Nive. Désolé. Parce que moi, Annie Medaber, Ivrit Tov. Waouh. Je suis bon là, non? Ah ben, Pas- bilingue quoi. Pas dans l'accent. Comme un français quoi. On est réputé pour être bon en langue étrangère, donc voilà quoi. Ah bon? Alors, c'est quoi les erreurs mémorables que vous avez fait, par exemple, en hébreu? Moi, mon Oui. top 5 à moi des erreurs que j'ai commises en hébreu en arrivant. Alors en 5e position, je crois que je mettrais celle, tu sais, classique. Hein. Moi, j'arrive à la Tachana Merkazik. Je cherche donc les petits minibus là, jaunes pour aller à Jérusalem. Et là, classique, je gueule devant tout le monde. Slicha, slicha, et fois Shirutim, les Yerushalayim. Alors, c'est pas ça, c'est Efo, à Shirut, les Yerushalayim. Voilà, mais bon, pour moi, Shirutim quoi. Donc Bien voilà, sûr, c'est c'était pas tout non. à fait logique. Eh ben non, voilà. Alors après, en 4e position, je pense que je mettrais, tu sais, moi je me casse pas la tête. Donc pour moi, les expressions, ça se traduit mot à mot du français à l'hébreu. Donc voilà, j'étais en train d'expliquer à un mec que je m'étais un jour évanouie. Je lui dis, oh là là, mais attends, mais nafalti batapourim. Mais alors quand je te dis nafalti grave, quoi, tu vois. Sauf que ça ne marche pas du tout. Non, non, non. Parce qu'en fait, l'Israélien, lui, il te visualise vraiment en train de tomber dans un kilo de pommes granny, quoi, tu vois. Je comprends pas, toi, Betlo Kibbutz. Donc voilà. Non, c'est Annie Italafti. Ah, Je me ouais. suis évanoui. Ah, on lui a bien préparé ses traductions et ses chroniques, hein, Non, monsieur je suis Calvo. bilingue, je vous l'ai dit. Voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? Oui, alors en 3e position, alors est-ce que vous aimez les kakis, puisqu'on parlait de fruits? C'est quoi, c'est ce fruit orange un peu sucré comme ça? Voilà, c'est Ouais. exactement ça, sauf qu'ici en Israël, ils te le mangent pas comme nous en France très mûr. Ici, ils aiment le manger très dur, et ça m'énerve. Donc je me suis quand même retrouvée au Chouka Carmel en train d'expliquer à un vendeur le Ani rotsa kaki rar bebakasha. Ani lo oevet kaki caché tavili kaki Waouh, rar. il a dû bien rigoler. Voilà. Alors en fait, en Oui, effet, c'est un moment de le- solitude, c'est oui, ça, c'est ça? Oui, c'est le celui-là. fruit se dit Afar Semon.
D'accord ouais. En hébreu. Voilà, Si vous- c'est ça. Voilà. Alors après, on a la deuxième position, c'est pas la mienne, c'est celle d'une copine à moi. On est toutes les deux dans un bar à Tel Aviv. T'as un beau gosse israélien qui s'approche d'elle, regard ténébreux. Il lui tend la main en lui disant « Alan ». Tu vois pas que ma copine, elle lui répond « Enchantée, Véronique !» Non, Alan, ça veut dire salut. Hein. C'est salut, en fait. Ça vient de l'arabe Alan ou Salan. Je sais pas qui t'écrit tes chroniques, mais alors, c'est Mais non, mais bien, je- vraiment, direct. c'est bon. Hein, Même tu en vois. arabe, je suis bilingue. Non, même en arabe, t'es bilingue. Et puis alors sur la première position, bah oui, c'est vrai que je me suis pas loupée sur celle-là. J'étais dans mon immeuble pour la, tu sais, la réunion de tous les habitants de l'immeuble pour le VAD. Et puis je voulais parler de ma voisine du dessous. Et là, je me suis lâchée, c'est parti tout seul. À Shrena Shegara Batahat, Ilo Meshalemet et Avad. Voilà. Donc je suis pas très populaire depuis dans mon immeuble. En effet, on ne On le le dit dit pas pas assez. comme ça. Voilà, les Ashrena, Shegara, prépositions. Mitachat. Et voilà l'importance des prépositions. Alors ceci étant dit, si vous les téléspectateurs, vous avez comme moi eu des grands moments de solitude linguistique en hébreu, ça me fait hyper plaisir que vous les partagiez. Je vous propose d'aller sur la page Facebook de l'émission et de partager ça avec le hashtag Ivrit la galère. Voilà, je serais très heureuse de lire vos galères à vous. Merci beaucoup, Judith Mergui. D'ailleurs, on vous retrouve, ne pas oublier, le 7 novembre à Tel Aviv. Exactement, pour Inch'Alia au théâtre de Safta. Inch'Allah. Docteur Lara, là c'est pour vous. Sommes-nous tous égaux dans l'apprentissage de la langue? Eh ben non, on n'est pas du tout à égalité dans l'apprentissage de la langue. Alors, il y a plein de raisons. Déjà, l'âge est une raison, parce que l'âge et l'âge de notre cerveau joue sur sa souplesse, sur sa spasticité, sa plasticité. Ça, pardon Pasticité Plasticité Ah. et spasticité, c'est au contraire rigide. Mais enfin, ça, il fallait continuer l'école pour On ça. ne connaît pas tous égaux, tu vois. Tu poses la question, voilà. Et donc, bon, j'arrive plus à parler à cause d'elle parce que Il a trouvé, j'ai- il a trouvé. Non, mais c'est vrai. Donc ça dépend de l'âge. Vous disiez que ça dépend un peu de l'âge. Et finalement. puis de la voisine qu'on a, parce que si on a une panne avec quelqu'un comme ça, on ne peut pas travailler. C'est sûr. Donc il y a l'âge, et puis il y a aussi le degré d'immersion qu'on va vivre chacun, mais sur le plan biologique, notre cerveau n'est pas à tous le même. Et en fait, le traitement de l'oreille, des perceptions venant de l'oreille au niveau du lobe temporal ne sont pas les mêmes chez tout le monde. D'ailleurs, il y a des gens qui ont l'oreille absolue en musique et tout le monde ne l'a pas. Et donc, plus on a une oreille proche de l'oreille absolue ou une oreille relative, plus on a L'oreille musicale, comme on dit, c'est ça? Exactement. Exactement. Et plus on a une facilité à entendre les sons et à ne pas les décortiquer. Donc déjà, ça, c'est les prédispositions biologiques, voire génétiques, pour l'apprentissage du langage. Après, on a surtout des éléments psychologiques et d'histoire personnelle qui vont être très différents et qui vont faire qu'on aborde le langage de façon très différente. La motivation, par exemple, si on cherche du travail et qu'on doit absolument apprendre l'hébreu, je pense que ça motive un peu plus, non? Bien sûr, la motivation, quand on est dos au mur, c'est important, mais par exemple, je te disais, les Français sont réputés pour mal parler les langues étrangères. C'est aussi parce qu'on est mal formé à ça. À l'école, En l'anglais en France. France notamment est mal. Alors c'est parce qu'on commence tard Tard. et on s'est D'accord. rendu compte que l'apprentissage des langues étrangères de façon tardive, bon, à l'évidence, si on en fait moins, on va moins apprendre, mais plus on fait tard, moins on organise notre lobe temporal à acquérir plus tard des langues Et les étrangères. films doublés aussi, je crois que ça joue sur le fait le fait que ce soit pas sous-titré en France, mais qu'on continue à doubler les films, ça habitue pas les enfants à l'anglais, je crois. C'est vrai qu'en Israël, les films ne sont pas doublés, il y a les sous-titres anglais, et c'est la façon d'apprendre. Et d'ailleurs, Et quand c'est il y pour avait il y avait en espagnol toutes les séries, les jeunes ici parlaient l'espagnol très tôt, Avec c'était incroyable. telenovelas. Ouais. Donc la télé, ça peut être important. Ouais, enfin, Non. c'est un exercice, quoi. Le sous-titre, etc. Ça sous-entend déjà que l'enfant il lit couramment, Mhm. donc c'est déjà tard en vérité. Alors justement, l'enfant, on dit toujours que les enfants sont des éponges, ils apprennent plus vite. Lorsqu'un enfant vient à 5 ans, par exemple, il va apprendre en 3 mois l'hébreu, en 3 mois. Quoi. Bon, 3 mois, Enfin. Ça, par exemple, c'est intéressant parce que très souvent, quand on va faire l'ALIA, moi, c'est ce que j'ai entendu, on m'a dit, ah, t'inquiète pas, tes enfants, ils ont quel âge? En 3 mois, Ouais. 4 mois, facile et tout. Et en vérité, il y a 3 à 6 mois d'enfer. Il faut le dire quand même. C'est-à-dire que pour l'écrasante majorité des enfants, c'est très difficile, ils mettent du temps à se décoincer. Après, les enfants, ils apprennent de façon exponentielle. C'est-à-dire une fois qu'ils ont investi les choses positivement, une fois que parler devient un jeu pour eux, une fois qu'ils commencent à avoir des copains, et ben ça y est, ils vont progresser. Mais je crois que tout le monde, quand il raconte son alia, a oublié les 6 premiers mois de nos petits qui ne veulent pas mettre les pieds à l'école, qui ne veulent pas dire un mot en hébreu, qui ne veulent rien apprendre parce qu'ils viennent de loin et c'est difficile. Après, clairement,
clairement, comme je disais, la plasticité cérébrale, pour les gens qui ont été scolarisés, ça permet de modeler un petit peu les choses. Et les enfants, ils ont une capacité à s'adapter au langage qui est largement supérieure à celle des adultes. Alors, il C'est y a un vrai, quand conseil. on arrive, quand Oui, on est Olivia. arrivé il y a un an, pour tous ceux qui arrivent, en tout cas en Israël, lorsqu'ils font leur alia, on leur conseille de regarder des dessins animés en hébreu, parce que les termes sont faciles à intégrer peut-être. Oui, alors on conseille beaucoup ça, c'est pas non plus magique, hein, Non. parce qu'il faut un investissement. Moi, on m'a dit, Quelque chose mets de ta régulier. radio en hébreu, mets des séries en hébreu, je les ai mis. Mais quand on n'est pas motivé pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors après, c'est vrai que pour les enfants, comme ils sont en immersion et comme ils ont des cours, eh bien, c'est un jeu, c'est un exercice et c'est ludique. Donc, ils se familiarisent et eux, ils ont une musicalité dans l'oreille. Nous, on apprend comme des vieux. C'est-à-dire qu'on apprend sujet, verbe, complément. On apprend sur le modèle de façon très obsessionnelle Très les méthodique. choses. Voilà. Et donc, à un moment donné, ça a ses limites. Et c'est par force de travail qu'on va finir par comprendre et bien apprendre les choses. Alors que les enfants, ils retiennent la musicalité. Par exemple, très souvent, ils font moins de fautes de syntaxe alors qu'ils n'ont pas appris les règles de syntaxe. Mais parce qu'ils savent que ça ne se dit pas comme ça. Ils entendent que ça sonne mal. Mais après, sur le plan psychologique, c'est là où il y a le plus gros ressort pour les adultes. Il y a des vrais blocages. On a tout dit. Presque. Intéressant. J'aurais pu en dire plus, hein, mais... La pasticité, on aura appris un mot. La despacito. Merci, docteur Non, mais j'ai Michael. compris qu'il ne fallait pas des mots avec trop de syllabes, parce que sinon Oui, c'était s'il vous compliqué. plaît. Merci, docteur Michael Lara. Nive, Oh oui, Nive, monsieur Je innovation suis là. israélienne. On n'est pas surpris de savoir que les Israéliens, évidemment, sont très à la pointe dans les applications GPS. On connaît tous Waze, mais là, on va s'intéresser à la surveillance des enfants et de les suivre finalement à la trace. Pour calmer les parents, il y a maintenant des applications, mais qui marchent vraiment. complètement. Alors je vais parler de ces applications aussi israéliennes, mais on va commencer avec la base. La base, c'est le GPS, la localisation, qui est très très bien utilisée pendant ces dernières années. Alors la plus grande application aujourd'hui s'appelle Live 360. C'est une application qui permet aux familles d'être connectées sur un plan. Moi, j'ai mes enfants connectés là-dessus. J'ai même mon père qui est à Ostende et je le vois maintenant, il est en face de la mer, etc. Et c'est très bien parce que ça donne une sécurité. Et en plus, j'aime l'idée de la liberté, je dirais, familiale. Donc, tout le monde se regarde. Donc, c'est Ça pas sera en un sujet cachette. pour le docteur après. Je lui poserai la question après, Oui, oui. mais continuez. Donc, c'est pas en cachette, tout ça. On se voit, etc. Et puis, on peut aussi mettre des points, c'est-à-dire l'école, la maison, etc. Et puis, être alerté s'il y a un problème. Il y a Locatra, qui est une application française d'ailleurs. Oui, c'est un Français Oui, qui a fait cette application. exactement, qui est développé et qui est connecté à une montre qu'on met sur les enfants, qui aussi permet de traquer l'enfant, mais aussi de parler avec lui, et pour l'enfant de parler s'il y a un problème avec cette montre sans avoir d'iPhone, etc., quand il est tout petit. Donc il a une petite montre. C'est plus en cas de danger, c'est ça ou Pour parler, c'est plus en cas de danger et d'alerte quand il y a un problème, et on peut le voir sur une application. Tu dis le D'accord. Ça, iPhone, c'est toi. chouette. J'ai dit iPhone. iPhone, Tu ouais. vois, Tu j'ai es dit ça. responsable innovation et tu dis iPhone. Écoute, Mais alors, je écoute. vois aussi qu'il y a WhatsApp qui s'est mis à ça. Alors le WhatsApp, ça c'est incroyable parce que après du travail de beaucoup d'applications, eux c'est avec un petit bouton, avec 450 millions de personnes qui sont déjà connectées, avec 20 milliards de dollars, etc. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et là on a une possibilité de se connecter live. Et de se suivre les uns Et de les se autres. Vous suivre. l'avez fait? Non, vous ne l'avez pas fait? C'est Donc je l'ai fait en venant au studio, je C'est vous ai génial. montré, je suis sur la moto, voilà où je suis, et on voit tout le trajet. Et c'est très chouette parce qu'on peut aussi décider combien de temps j'ai envie de partager cette histoire. Maintenant, c'est un peu dangereux. Pour parce l'adultère, que- c'est plus possible. Exactement. Non, Donc, mais on vous prend si votre ma femme me téléphone, dit par maintenant exemple. partage avec moi et on est en train de se parler sur WhatsApp, c'est un peu gênant. Ça pourrait être Si on très vous gênant. prend votre téléphone et qu'on arrive à rentrer dedans, Sans problème. en une seconde, Sans on problème. vous localise toute la journée. Sans problème. Ouais. Alors, où sont les Il y a des Israéliens? maris qui Alors, vont faire la gueule. Les Ouais. Israéliens, eux, vont plus loin que le Ils GPS. vont très très loin, Alors, beaucoup c'est ça plus qu'il faut loin. nous expliquer, c'est Et ça. ça, c'est très intéressant parce qu'on parle ici de technologie de surveillance et de technologie de big data et aussi de reconnaissance de voix. Alors, Bosco, par exemple, c'est une application qui va plus loin que le GPS, c'est-à-dire qu'ils vont surveiller tout ce qui est réseaux sociaux parce que c'est là où se trouve aujourd'hui beaucoup le danger. Donc, on va voir si ce jour-là, l'enfant a été déconnecté par beaucoup d'amis. Soudainement, s'il y a des adultes
qui sont connectés avec lui et ça va alerter là-dessus, sur Snapchat, sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais aussi, il y a ce qui s'appelle la reconnaissance de voix et la reconnaissance de voix, c'est-à-dire de voir si il est gêné ou s'il a un problème avec la voix pendant un moment, pendant la journée, quand il parle au téléphone. Donc ça va reconnaître, ça s'appelle le mood control. Donc on va voir. C'est sensoriel, quoi. C'est sensoriel. On écoute la voix quand elle est normale et on va comparer ça avec une voix. Parce de stress, par exemple. Exactement, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a 160 000 étudiants, par exemple aux États-Unis, qui tous les jours vont quitter l'école parce qu'ils ont un problème social. Et pour vraiment alerter, c'est sur le smartphone qu'on pourra le faire. Je vais donner encore un exemple, c'est Keepers, qui eux veut utiliser vraiment le big data pour vraiment alerter sur les messageries, sur le WhatsApp et donc sur les textes. Donc on va regarder les textes, est-ce qu'ils sont normaux, est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, des phrases. Donc ce qui est très intéressant, c'est la reconnaissance de langue. Okay? Donc ce n'est plus des codes qui sont vraiment seulement informatiques, c'est la reconnaissance des langues, des phrases complètes par des robots. Donc on va voir s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, etc. Donc c'est très intéressant. Et pour les parents, je crois que c'est très intéressant et c'est très bien pour le contrôle, en fait. Et c'est assez transparent. Donc on dit à l'enfant, voilà ce qu'on va faire, tu as cette application, c'est pour protéger, etc. Je pense que on est bien mature aujourd'hui avec ces applications. Merci beaucoup. Avec Nive, c'est fascinant, ça fait peur aussi. Ah bah oui, tu peux plus tromper ta femme, tu peux plus sécher les cours tranquillement, tu peux plus rien faire, quoi. Tu peux plus faire de fautes d'orthographe. Voilà. Ça fait un peu peur quand même. Docteur, il y a une question pour vous, obligatoire. Se sentir comme ça, géolocalisé, ça rassure, mais à la fois, c'est une intrusion dans sa liberté. Oui, c'est une intrusion dans l'intimité, c'est une évidence. Total. Mais je pense que, comme pour la langue, en fonction de l'âge, on n'est pas tous égaux devant ça, je pense que les nouvelles générations ne vont pas le vivre comme nous. C'est-à-dire que nous, on vit ça comme une intrusion, quand bien même on n'aurait pas grand-chose à se reprocher. Judith, Est-ce vraiment possible, docteur? Oui, je ne sais pas, j'espère. Quand bien même on n'aurait pas grand-chose à se reprocher, on va le vivre comme quelque chose qui nous contraint, comme si on devait rendre des comptes en permanence. Donc, je pense que notre génération est plus en difficulté avec ça. Un enfant qui naît aujourd'hui, qui grandit avec les tablettes, j'avais en consultation une petite de 2 ans qui prenait un journal et qui était en train d'essayer de grossir avec son doigt comme si c'était un iPad. C'est extraordinaire. Bon, pour elle, un journal, c'est pas plus réel qu'un iPad. Bon, pour eux, ils vont tellement grandir avec ça qu'ils ne vont pas vivre les choses de la même façon. Après, il y a une vraie problématique, je trouve, pour les adolescents, d'être dans un contrôle trop grand, à un moment où ils doivent grandir et où doit se jouer la confiance et le libre arbitre. Évidemment, si on a un adolescent qui fait des grosses bêtises, etc., alors oui, mais sinon, il faut tolérer une certaine zone de non-contrôle de nos enfants. Pour les petits, il y a le fantasme, qui n'est pas vraiment un fantasme, qui est une réalité, mais quand même très très rare, que nos enfants soient enlevés. Ouais. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les jours, mon chéri, tu pars à l'école et je te mets une montre et qu'en permanence, il faut que je regarde où tu vas parce que peut-être que tu vas être enlevé. Qu'est-ce qu'on envoie comme message à l'enfant? On n'est pas obligé de lui dire peut-être tu vas être enlevé. Mais il sait pourquoi on lui met la montre. Qu'est-ce que c'est que ce ça danger-là? Peut-être autrement. Enfin, là, on va loin en disant. Et alors pourquoi on lui met la montre? Et maman, pourquoi tu veux tombe, savoir en permanence? Je suis tombé, je n'ai pas bougé. Je suis tombé, j'ai pas bougé. quelque part, on a besoin de le localiser. Il va se perdre quoi? Dans la rue, n'importe quand. Il peut demander à les gens. Ils ne sont jamais seuls, les petits. Donc, il faut pas les prendre pour des imbéciles. On leur dit d'ailleurs, ne parle pas aux étrangers, n'accepte pas de bonbons. On fait grandir nos enfants avec l'idée que le dehors est très dangereux. Et je crois que là, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion des adultes là-dessus parce qu'après, on s'étonne que les enfants aient peur. On s'étonne qu'ils soient collés aux parents. On s'étonne après que quand ils deviennent autonomes et adultes, ils aillent trop loin. Vous savez, quand on a peur de passer d'ouvrir une porte, on ne l'ouvre pas doucement. On a eu tellement peur pendant des années, à un moment, on la défonce et on fait n'importe quoi. Il faut aussi faire attention, parce qu'on veut protéger trop nos enfants, peut-être qu'on leur renvoie une inquiétude trop grave et trop grande du dehors. Et au moment où ils grandissent, ils se rendent compte qu'on a beaucoup exagéré, ils ne nous croient plus sur rien. Et quand on leur dit, tu sais, la cocaïne, c'est pas très bien, ils disent, ouais, tu dis ça pour les bonbons. Merci docteur. On passe à un autre sujet. Si je vous dis 3 mots, judo, hymne et honte, ça vous dit quelque chose? Une histoire rocambolesque de judoka privé d'hymne israélien.
Maxime Pérez. Bonsoir. Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Bah, c'est dommage parce que c'est vous qui allez nous le raconter. On va parler avec vous de ce scandale, de ce drôle de traitement de faveur réservé aux judokas israéliens au tournoi d'Abu Dhabi. On rappelle, drapeau écusson israélien, interdit sur les kimonos, l'hymne israélien remplacé par celui de la Fédération internationale de judo en cas de victoire des sportifs israéliens. Le problème, que ces sportifs, finalement, ont remporté des médailles et ils ont tourné un peu en ridicule ces mesures dont on ne peut pas dire qu'elles ont peut-être choqué tout le monde. C'est vrai, on a vu assez peu de couverture sur cette affaire. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les judokas israéliens ont été bannis des podiums, mais en tout cas, ils ont brillé sur les tatamis. On parle d'un total de 5 médailles, une d'or pour Tal Flicker en moins de 66 kg, on y reviendra un peu plus tard. Et la médaille de bronze également pour Orsasson qu'on avait aperçue pendant les Jeux Olympiques de Rio en 2016, notamment sa demi-finale qu'il a failli arracher à Teddy Riner, le champion du monde français. On lui a pas serré la main aussi, lui, la dernière fois. Et qui lui avait, je crois, glissé quelque chose de sympa à l'oreille. En tout cas, ça c'est pour les médaillés les plus connus. En tout cas, ça a été un véritable triomphe sportif pour Israël, qui est le pays qui a remporté le plus de médailles lors de ce tournoi à Abu Dhabi. Et ça a été évidemment ici en Israël exploité comme un peu un pied de nez diplomatique à cette mesure complètement ahurissante qui a été décidée par les organisateurs de ce tournoi. Alors il y a eu ces médailles fortement retentissantes. Il y a eu toute une série d'incidents lors des matchs du judoka israélien et arabe en particulier. Oui, lors des tours préliminaires, on peut citer 2 exemples. Celui notamment de Tohar Boudboul qui avait combattu un judoka émirati qui a refusé de lui serrer la main à l'issue de ce combat. Il y a eu le même incident côté femme avec la Marocaine Aziza Shakir, vaincue par l'Israélienne Shira Rishoni. C'était en moins de 48 kg. Elle s'est tout simplement défilée au moment de serrer la main. Elle est partie à reculons pour éviter d'avoir à saluer son adversaire israélienne. Et ironie du sort, eh bien, ces 2 athlètes israéliens qui ont été humiliés sur le tatami ont quand même arraché la médaille de bronze à l'issue de ce tournoi. Et puis, vous l'avez évoqué, la médaille d'or remportée par Tal Flicker. Cette scène incroyable, surréaliste sur le podium, je crois que tout le monde a vu ces images, Maxime. Ouais, c'est étonnant. Ouais, je vais vous le raconter et puis on va voir ça tout de suite à l'image. Vous le voyez, le regard de Tal Flicker qui est stoïque véritablement. Et puis d'un coup, cette scène absolument surréaliste où c'est le drapeau de la Fédération internationale de judo et pas celui d'Israël qui est élevé vers le plafond de cette salle d'Abu Dhabi. Et d'ailleurs un pays que je vous conseille, très sympa à visiter. Je pense qu'on a tous été ravis de cette première présentation. Et puis d'un coup, ce playback entonné par Tal Flicker, véritable playback. En fait, on devine qu'il est en train d'entonner l'hymne israélien. Les mots apparaissent sur sa bouche, la tikva, absolument. On peut quasiment parler d'acte de résistance dans le contexte sportif très difficile qu'il a dû vivre. En tout cas, ces images ont fait le buzz et pas seulement en Israël, Stéphane. Eh bien, écoutez, merci Maxime. Grand esprit sportif finalement. Ça vous révolte? C'est un traitement odieux qui a été infligé tout simplement par ces artistes. Non, je crois que surtout pour toute la jeunesse qui nous regarde. Enfin, moi, je me souviens qu'on avait l'habitude de tout mettre de côté quand il s'agissait de rentrer sur le terrain, le tatami, le court, le ring. Normalement, dans le sport, on oublie tout et il n'y a plus rien. Donc là, voilà. Mais au-delà de ça, comment les organisateurs ont pu, les athlètes ont pu accepter de commencer cette compétition dans de telles conditions. Ils savaient que ça allait se passer comme ça. C'était sûrement certains de leur capacité de gagner quelque chose. En tout cas, le comble de tout ça, c'est qu'à la fin du tournoi, les responsables émiratis ont présenté leurs excuses, pas en leur nom, au nom des athlètes qui avaient refusé, athlètes arabes qui avaient refusé donc de serrer la main de leurs homologues israéliens. Des excuses un peu faciles quand on sait que ce sont ces mêmes organisateurs du tournoi d'Abu Dhabi qui sont à l'origine de toutes ces sanctions imposées aux judokas israéliens, à savoir pas de petit drapeau israélien sur le kimono, pas d'hymne national et pas de lettre Yasser non plus sur le dos. Et l'année prochaine, ça sera comment? Écoutez, l'année prochaine, normalement, ce sera conforme à ce cas de... Ce sera du sport chômeur Néguia, on ne se touche pas, si tu veux, sur le tatami. Voilà. On Mais fera on peut-être peut du Krav penser que Maga. ça les a aidés sur le plan psychologique. Être dans l'adversité, avoir envie, parce que c'est des combattants, ce n'est pas des petits artistes, c'est des judokas. Et puis ils ont l'habitude, les Israéliens, de ça. Il y a quelques années au Maroc, ils avaient été retenus à l'aéroport. Moi, je travaillais avec des judokas français.
Et il m'avait raconté le traitement, parce qu'ils sont copains entre eux, il m'avait raconté le traitement scandaleux qui a été fait aux judokas israéliens. Donc ils ont l'habitude d'être pris comme ça en otage de la situation politique et de l'antisémitisme, etc. Et c'est... Pour des combattants, ça peut être un moteur de révolte et donc de motivation. Certainement. Sans transition, Olivia, c'est comme ça, je suis bienvenue chez vous, on change de sujet, c'est divers, c'est varié. Vous allez nous parler de bons plans et des vins en Israël. Oui, parce que c'est un aliment israélien qui se refait une place au soleil, le vin. C'est parce que justement, je ne suis pas vraiment connaisseuse en la matière que j'ai décidé de me pencher sur le dossier. Qui a dit qui n'aime point le vin, les femmes ni le chant, restera sot toute sa vie? Je vous pose la question. C'est une question C'est pas évident. Ou pour le docteur peut-être. Moi, je me bourre la gueule, je ne fais pas des citations. Quoi, je sais pas. Eh bien, c'est signé Martin Luther King. Une dernière, qui en est l'auteur. Le vin est la partie intellectuelle d'un repas. Les viandes et les légumes n'en sont que la partie matérielle. Ah, c'est joli. Ah, ça. c'est joli ça. C'est joli, non, Encore un autre alcoolo qui parlait. C'était Alexandre Dumas. Ah bah, c'est ce qu'on disait. Il a une bonne Vous avez leçon. compris, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de vin, de bons vins, on le sait, la cuisine israélienne fait des ravages dans le monde entier. Eh bien aujourd'hui plus de 300 vignobles locaux produisent une importante sélection de vins. Eh bien il faut savoir qu'une propriété est devenue aujourd'hui la plus grande unité de production de vin en Israël, c'est le Carmel Winery. Mais alors, il semble qu'Israël quand même soit devenu aujourd'hui une référence en la matière quand même. en vin. Oui, et Israël est même devenu en quelques années la start-up nation. Non seulement la culture du vin est en plein essor, mais certains vins sont reconnus aujourd'hui mondialement. Ouais. On ne compte plus d'ailleurs le nombre d'endroits où l'on peut déguster du vin aujourd'hui en Israël, au milieu de paysages magnifiques. De route des vins On vous fait exactement, on vous fait visiter les vignobles. Et il y en a d'ailleurs que je vous recommande particulièrement, c'est le vignoble Bravdo. Pour la petite histoire, il a été fondé par l'une des familles israéliennes pionnières installées dans les années 1880. Il est situé entre Tel Aviv et Jérusalem, dans le village Carmel Yosef, comme vous pouvez le voir sur les photos actuellement. Et sa spécificité, c'est le vin qui est produit au même endroit où le raisin est cultivé. Le domaine est donc entièrement entouré de vignes, ce qui est une chose assez rare aujourd'hui en Israël. Il vaut mieux quand même pour un vignoble, c'est pas mal. C'est mieux, oui, c'est clair. Le domaine produit en tout cas chaque année 80 000 bouteilles. Tous les vins sont exclusivement cachers. Et il y a évidemment des visites en français. Vous le disiez, vous pouvez visiter le domaine tous les vendredis de 11h à 14h avec une petite dégustation. Évidemment, au prix de 50 shekels, donc c'est tout de même raisonnable. Une magnifique excursion au milieu des vignes, donc entre Jérusalem et Tel Aviv. Et quand le temps le permet, c'est vraiment sympa. Il y a d'autres domaines ? Oui, ce serait difficile de tous les citer, Oui. Stéphane. Vous avez toute une liste de domaines sur la page Facebook de l'émission Oui. pour les retrouver. Une nouvelle génération, en tout cas, de vignerons est en marche. Et pour vous donner un chiffre, les Israéliens consomment 6 litres de vin en moyenne par an et par habitant. Une consommation qui a doublé depuis les années 90. Ça inclut le qui-douche ou pas? Je crois. Merci Olivia, Ça le reste rappel, frais, ouais. toujours avec modération. le vin, Évidemment. évidemment. Alors en fait, moi je pensais que vous aviez pris un coup de soleil moi, sur le nez, mais en fait, Ah bon j'ai compris, Qu'est-ce c'est que les j'avais sur le conséquences d'une route de vin joyeuse. Oui. C'est ça, c'est pour ça que vous êtes C'est- un peu tout Ah rouge bon aujourd'hui. Vous Non, parce que m'avez moi pas dit, j'étais Sympa. j'étais dans le Negev moi, avec les Ouais. pompiers. Ah. Ouais, les pompiers français. C'était la semaine dernière, une importante délégation de pompiers français était en Israël. Un exercice grandeur nature de lutte contre le feu de forêt, les secours. C'était près de Beersheba. Il y avait d'autres pays européens qui étaient là, des Espagnols, et j'ai noté des pompiers jordaniens et palestiniens qui étaient sous le commandement de qui ? Des Israéliens, et qui organisaient donc les exercices et simulations. Les images étaient très belles. Il y avait une sorte de démarche comme ça, de souci de préserver la forêt, les forêts israéliennes, celles de la région qui sont souvent millénaires. Et voilà un bel exemple de coopération Lesquels internationale. ont le plus bel uniforme parmi les... Parce Ah, qu'en France, c'est une l'uniforme question qu'on était pose aussi, vraiment hein. sexy, quoi. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas dû regarder ça, Non, mais ils sont toujours très sympathiques, ces pompiers français quand même. Et je peux vous dire, cette coopération internationale, c'est vraiment un partage avec l'idée du souci écologique qui peut-être peut se mettre au service de la paix, qui sait. En tout cas, c'était très sympathique à voir. Et c'était dans le désert la semaine dernière. On se retrouve dans un instant après une page de pub. Et n'oubliez pas, on va gagner des places de cinéma dans un instant.
Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous présente Bienvenue chez vous. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Versailles Immobilier, Versailles Rénovation, 30 ans d'expérience à votre service pour tout achat, location, travaux. 26 Ben Yehuda, Tel Aviv. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous présente Bienvenue chez vous. De retour sur Bienvenue chez vous, vous avez raison d'être là. Dans un instant, nous allons parler avec Laetitia Dana, notre avocate, qui nous racontera comment ouvrir sa boîte en Israël. Mais maintenant, on parle cinéma avec Raphaël Elbaz. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir On Stéphane. va parler d'un grand film catastrophe comme on les aime, Geostorm, qui sort dans les salles en Israël et en français avec e-cinéma. Avant, vous aimez bien les films catastrophes, Dr Lara? Non, franchement pas du C'est tout. pas votre truc? Non. Il aime Judith. Star Wars. Il Non, faut moi que- c'est la vie la catastrophe, il n'y a pas besoin de C'est la aller vie, voir au ouais. cinéma. Il faut que ça finisse bien. Il faut que... Et Olivia, Moi, j'aime bien, moi. vous aimez bien? Ah, Ouais, vous êtes ouais, comme j'aime moi bien alors. ça. Merci D'accord. beaucoup. Un peu d'émotion, là. Alors, avant de nous parler de ce film, on va regarder la bande-annonce. Elle est super. En Elle plus, est- elle est en français. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Alors, Raphaël, racontez-nous au moins l'histoire de ce film, en quelques mots. C'est un super film. Je dis pas ça parce que je le distribue, c'est vraiment un film grand spectacle. Plein d'effets spéciaux, comme certaines personnes aiment, plein d'émotions, plein de suspense. Il a été quand même réalisé par le réalisateur du film Independence Day, le célèbre film avec Will Smith, qui a quand même eu un très très gros succès, qui s'appelle d'ailleurs Dean Devlin. Le budget du film, c'est un budget qui coûte 120 millions de dollars, c'est quand même un assez lourd budget. C'est parce ce qu'on que pour appelle réaliser- le système du box-office, c'est ça Exactement. Racontez-nous ce que c'est que ce box-office. Alors le box-office, lorsqu'on dit aujourd'hui, un exemple d'année Star Wars a fait 2 milliards de dollars au box-office. Qu'est-ce que sont ces chiffres? Le box-office, c'est très simple, c'est une plateforme qui va nous aider à comprendre est-ce que le film est rentable ou pas? Est-ce que le film a marché ou pas uniquement au cinéma? Le box-office ne parle pas d'une distribution à la télé, ne parle pas des droits dérivés, uniquement au cinéma. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 milliards de dollars de recettes générales, mondiales, d'accord, pour les places de cinéma pour ce Et film-là. c'est bien. C'est C'est extraordinaire. Là, on Ouais. parle de Star Wars. Voilà. Actuellement, pour Geostorm, il a ouvert la semaine dernière en Israël et cette semaine d'ailleurs en français. Il en est pour l'instant à sa première semaine d'ouverture mondiale à 137 millions de dollars. Mais c'est pas bien. Pour un budget de 120 millions de dollars, c'est pas bon du tout. Aux États-Unis, il a fait seulement 13 millions de dollars à la première ouverture. C'est quelque chose de très très bas. Pour qu'un film soit rentable, il faut qu'il ait fait 3 fois sa somme au box-office international. Si le budget du film est 100 millions de dollars, pour que le studio commence à gagner de l'argent, il faut qu'il ait fait 300 millions de dollars. Pourquoi 3 fois sa somme? La première somme, c'est le budget net du film. Le tournage, le montage, l'équipe du film, etc.
Le deuxième, la deuxième tranche, c'est pour les investisseurs, recouper les investisseurs. Parce qu'on fait appel à des investisseurs pour 100 millions de dollars, vaut bien qu'ils misent et qu'ils récupèrent de l'argent derrière tout ça. Donc c'est la deuxième somme. l'acteur. Et la peut-être, troisième les somme, acteurs. pas du tout, parce qu'un acteur, attention, un C'est acteur les avocats pour le producteur qui va être en procès pour harcèlement un acteur ne sexuel. touche pas un pourcentage au box-office, jamais de la vie. Ah ouais, c'est Sur juste un un film qui salaire. fait 2 milliards de dollars, on ne va pas lui donner 1% de c'est impossible. La troisième Ouais. somme, c'est incroyable parce que c'est le marketing du film uniquement sur le territoire américain. Le studio mise le budget du film pour le marketing uniquement sur le territoire américain parce que les distributeurs internationaux comme nous, on utilise nos propres budgets marketing sur notre territoire. Donc seulement après avoir fait ces 3 sommes au box-office, d'accord, le film est rentable. Bien évidemment, quand on parle de Star Wars, on parle de 2 milliards de dollars au box-office. 2 milliards de dollars reste quand même 30% sur la recette générale du film. Parce que les jouets, Toys R Us, les figurines Star Wars, les parcs Pourquoi il me Disneyland, regarde les quand il parle de spectacles. Star Wars Parce que c'est- on c'est sait ça. que j'ai fan. Je suis un grand Et fan. puis c'est un bon Vous aimez le exemple fan. avec Titanic et Star Wars. C'est quand même le dernier film qui a, on va dire, qui a décroché le box-office. Ça reste quand même 30% d'une recette d'un film parce que les droits dérivés, les droits télévision sont quand même beaucoup plus importants. Donc je vous conseille d'aller voir Geostorm, c'est vraiment êtes sûr un que c'est film, bien? voilà, c'est un très Allez, très très beau film. on va y aller, Vous et n'allez en pas plus, être c'est en déçus français. du tout et c'est en français, exactement. Merci beaucoup, Raphaël Elbaz, Merci à vous. de e-cinéma. Et transition trop facile, c'est l'heure de notre jeu pour gagner 5 places de cinéma grâce à e-cinéma et Et à ouais. Bienvenue chez vous. Et oui. Comment on joue pour gagner? Alors, je vous propose ce jeu concours pour gagner donc 5 places e-cinéma pour les films en français, en Israël évidemment. Pour gagner, c'est très simple. Vous vous rendez sur la page Facebook de l'émission, vous tapez Bienvenue chez vous, vous êtes donc sur la page, vous likez, vous commentez, vous partagez, tout simplement, il n'y a rien de plus simple. On like, on commente, on partage. Et il y a un tirage au sort alors? L'un de vous sera tiré au sort évidemment. 5 places à gagner. Voilà, c'est parti, dès maintenant, vous pouvez y aller. Allez sur Facebook, c'est bien. Bah On va ouais. essayer de faire gagner comme ça des places de théâtre, de cinéma, c'est très bien. Merci beaucoup. Olivia, Laetitia, Dana, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez, je rappelle que vous êtes avocate, droit des affaires. Et est-ce que c'est difficile d'ouvrir sa société, sa première boîte en Israël? C'est un parcours du combattant? Pas un parcours du combattant, il faut un minimum de maîtrise de la langue en hébreu. Je fais appel au service de Judith si on ne comprend pas quelque chose. Mais Donc c'est déjà impossible. Quoi. On est foutu. Non, c'est pas le parcours du combattant, c'est beaucoup plus classique qu'en France, que ce qu'on connaît en France, puisqu'en fait le marché des sociétés se divise en 3 grandes parties. Le premier, c'est la partie travailleurs indépendants, plus communément appelé en Israël Essek Mourché ou Essek Patour. Voilà. Alors pour ce dossier-là, il faudra choisir selon le chiffre d'affaires qu'on escompte faire sur l'année, puisque au-delà de 98 000 shekels à peu près, on ne peut plus exercer au travers d'une Essek Patour, il faudra passer en Essek Mourché. Et il y a certaines professions, notamment médecins, psychologues, avocats, architectes, qui eux ne peuvent pas exercer en Essek Patour. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires est trop Parce bas et qu'ils qu'il y sont a une déjà déontologie. blindés, donc forcément on les passe Voilà, au-dessus, c'est quoi, ça. Il y a forcément. C'est un autre certainement niveau. aussi le sujet des assurances responsabilités. Eux aussi, ils sont blindés. Donc ça, à ce niveau-là, il va falloir monter les paliers. Le deuxième type de société qu'on peut ouvrir et qui est plus communément appelée SARL en France, c'est la Ouais. Hevrat BAM, qui est donc l'équivalent d'une société à responsabilité limitée, puisque à l'inverse des sociétés indépendantes, là, la responsabilité de la personne qui crée cette société est limitée aux apports qu'elle y fait. Il faut le prévoir dans les statuts. Et puis le dernier type de société qui est beaucoup moins utilisé qu'en France, c'est l'association, la Shoot-Foot, qu'on connaît beaucoup moins en Israël au travers de cet aspect philanthrope ou ce genre de choses-là, puisqu'elle peut avoir un exercice véritablement commercial avec des lois qui sensiblement ressemblent à ce qu'on connaît avec le travailleur indépendant. Alors en termes de responsabilité, quelles sont les conséquences quand on monte ces sociétés-là? Eh bien, quand vous êtes Essek Mourché ou Essek Patour, donc travailleur indépendant, c'est une responsabilité qui est illimitée. Donc, bien évidemment, il faut mesurer les investissements qu'on fait, les créances que l'on peut contracter, enfin les dettes que l'on peut contracter. Il faudra être très pointu sur ce fait. Bon, à contrario, sur une Hevrat BAM, son nom l'indique, c'est une société à responsabilité limitée. Il faut tout de même mettre un bémol. La responsabilité est limitée, d'une part, si elle est prévue dans les statuts légaux de cette société, et d'autre part, s'il n'y a pas bien évidemment de mauvaises intentions ou de négligence qualifiée de la part de la personne qui gère la société, parce qu'à ce moment-là, l'écran est levé et la société ne fait plus écran par rapport à la personne qui l'a créée. Et est-ce que la comptabilité est la même?
que celle Alors qu'on la connaît, comptabilité, en Europe? exactement, la comptabilité c'est une comptabilité type européenne ou américaine, puisque pour les sociétés en nom propre c'est une comptabilité dite unique, à partie unique, et à contrario pour la SARL c'est une comptabilité à partie double. Alors ce qui est important de relever, c'est que quand on décide de monter ESSEC Monché ou ESSEC Patour, ce qui est souvent le cas des Français quand ils arrivent ici, type onglerie, esthéticienne, maquillage, ce genre de choses-là, on ne peut pas déduire la TVA. On ne la collecte pas et donc on ne la déduit pas, on ne la reverse pas. À l'inverse, quand on est en rêve ras-de-bas, on collecte la TVA. Il y a aussi un point très important qu'il faut prendre en compte quand on décide de monter une société, c'est de savoir si on veut déduire les frais annexes à la création de la société et les frais qui vont être, comment dirais-je, consécutifs à l'activité elle-même, puisque dans le cas d'une société indépendante, on ne peut pas les déduire, à part quelques frais très ponctuels, alors que dans le cas d'une société BAM, là, on peut déduire l'intégralité des frais. Et les impôts, les charges, comment ça se passe? Alors, les impôts sont diamétralement opposés, puisque dans le cas d'un ESSEC Monché, on est imposé à hauteur de 45%. Bon, c'est par palier, bien évidemment, en fonction des revenus du chiffre d'affaires annuel, alors qu'une rêve ras-de-bas n'est imposée qu'à 25%. Bon, après, il faudra prendre en compte le calcul des dividendes. Si on décide de se reverser des dividendes, il y a là aussi une autre imposition. Par contre, en Israël, ce qui est très intéressant, c'est que le salarié ne paye pas l'impôt directement, puisqu'il est prélevé à la source. Donc, c'est la société qui l'emploie qui se charge directement de lui reverser un salaire en net. Donc ça aussi, c'est un critère à prendre en compte pour savoir si on veut se salarier de sa société ou pas, ou bien si on n'a pas besoin de se salarier, à ce moment-là, il y aura une prise de dividendes ultérieure. Donc il y a un calcul d'impôt. On doit avoir un expert comptable, évidemment, comme partout, c'est la même chose qu'en France? Alors, non, pas forcément. nécessairement. Si on le monte en nom propre, donc ESSEC Ouais. Patour, ESSEC Monché, la procédure est vraiment simplifiée puisqu'il n'y a pas besoin d'expert comptable, il n'y a pas besoin de dépôt très lourd, il suffit d'ouvrir un dossier auprès de la D'accord. MAN, des impôts, des MAS, pardon. Par contre, si on monte une rêve ras-de-bas, là oui, la procédure, elle se fait obligatoirement devant avocat. Il faut un Donc dépôt un de avocat statuts et un légaux. expert comptable. Un avocat, un expert comptable, un dépôt de compte et forcément, ça veut dire des frais puisqu'il y a un timbre fiscal à payer chaque année. Combien ça coûte une BAM, par exemple? 2606 shekels pour créer la société. Combien 2606 Ouais. shekels pour créer la société. Donc ça, c'est une fois. Et ensuite, par an, à peu près 1400 shekels de timbre fiscal. C'était clair. Une Ouais. question peut-être? Non. Pas de question. Ça sent le bon comptable, celui qui comprend bien ce qu'il fait. Non, moi j'ai une femme qui fait tout. Ah, Moi je ça, m'occupe c'est- du reste. C'est très important. Et moi, en tant que comédienne, je paye pas d'impôts. J'essaye d'en payer chaque fois que j'arrive Mais vers ils mon veulent pas, comptable ils en veulent disant pas. Il y a est-ce le que je système peux pour payer les des impôts, intermittents mais du non. spectacle ici? Non, pas comme on le connaît en France. Les intermittents du Tu crèves spectacle. la dalle, mais de façon Ah ouais. un petit peu moins Voilà. régie, quoi. Voilà, c'est-à-dire que. Ouais, ça se voit. Merci Laetitia Avec Dana. plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Docteur Lara, un sujet grave qui préoccupe beaucoup de parents, mais aussi les autorités israéliennes, la délinquance chez les jeunes olim français. Pourquoi? Pour plein de raisons. Des raisons évidentes, c'est l'échec scolaire de beaucoup de jeunes francophones qui arrivent et qui sont en difficulté scolaire soit immédiate, soit un peu plus tard, évidemment par carence de la langue, par difficulté de compréhension et aussi parce qu'ils vont avoir des soucis d'intégration amicale, des soucis sociaux qui vont faire qu'ils vont décrocher plus rapidement tous les apprentissages. Et donc l'échec scolaire, ça va générer une inquiétude pour l'avenir et les jeunes ne supportent pas bien d'être inquiets ou de se sentir impuissants et donc ils prennent des postures comme ça très puissantes, défensives et donc finalement ils prennent une posture archaïque qui est celle du petit voyou. Et puis il y a des éléments de facteurs aggravants qui sont propres à la société israélienne et aussi à l'ALIA. D'abord les enfants finissent tôt l'école, donc ils sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes parce que les parents C'est vont vrai. travailler. Mhm. Et donc c'est compliqué de les occuper, c'est compliqué de surveiller que les choses se passent bien, c'est compliqué de les aider à faire les devoirs et pour la langue et aussi parce que toute la journée ils sont à la maison et puis ils peuvent nous dire qu'ils les ont fait. Donc il y a un contrôle qui est plus faible sur les enfants et évidemment ils sont beaucoup plus dehors, entre copains, etc. Et donc ils vont être beaucoup plus sensibles aux fréquentations. Il y a une spécificité française là-dedans ou c'est tous les olim? Les jeunes olim? Non, de ce que j'ai compris, manifestement, chaque vague d'intégration a comporté ses difficultés D'accord. et sa délinquance. Après, ce qui est très frappant avec l'affaire francophone, c'est que c'est une intégration d'un pays riche. Et donc, il y a quelque chose qui chute
dans la vie de ces francophones. Alors ce qui est très différent des intégrations qu'a connues Israël auparavant. Là, pour beaucoup de gens, ils partent d'un confort même relatif, mais d'une certaine sécurité et puis au moins du contrôle de la langue, de ce qui se passe à l'école, de ce qui se passe dans la rue, de parents qui ont une situation à peu près correcte, mais à quelque chose de beaucoup plus instable et sans contrôle. Et donc ça va fragiliser le psychisme et une façon de ne pas se sentir fragile, c'est tout d'un coup de devenir extrêmement dur. Il y a un truc qui est très intéressant, je trouve, avec les petits Français qui commencent à être un peu délinquants, c'est se parler racaille. C'est-à-dire qu'il y a une identification à l'agresseur. Cette façon-là de parler, tout d'un coup, un peu comme les racailles du 93 dont ils étaient victimes il y a quelques mois ou quelques années, eh ben, c'est assez intéressant. Ça montre qu'il y a un trouble de l'identité chez ces jeunes. J'insiste beaucoup parce que ce n'est pas qu'une question de réussir scolairement et ce n'est pas qu'une question d'argent. Les jeunes qui arrivent ici peuvent se sentir en perte d'identité parce que leurs parents vont aller moins bien, parce qu'ils ne sont pas trop en réussite, parce qu'ils ne sont pas en réussite comme les Israéliens et donc ils ne savent pas bien qui ils sont et ils vont aller chercher un truc finalement bien de chez eux qui est la racaille de banlieue, qui a sa façon de parler. Oui, on dit Kaira, absolument, dans le petit Robert. Comment les aider? Et bien voilà, c'est pour ça que je parlais de l'identité, parce qu'il faut bien transmettre aux parents que l'identité, c'est d'abord le lien familial. Un enfant, il s'identifie à son père, à sa mère, à l'histoire familiale. Et donc quand on dit oui, ils ont un trouble d'identité, c'est parce qu'il y a une carence identitaire à la maison qui vont aller chercher une identité pathologique ailleurs. Comment on les aide? On discute avec eux, on passe du temps avec nos gosses. Parce que ce n'est pas que la morale. Hein, la morale, bon, ça marche à peine. Mais passer du temps avec nos enfants et être soudés. Et c'est vrai que quand l'alia est difficile, les parents sont en difficulté, ils sont à droite, à gauche, ils n'ont pas trop la tête à s'occuper des enfants. Et finalement, c'est ça qui crée un doute dans l'enracinement des enfants. Et c'est ça qui est la porte ouverte à des mauvaises identifications. Le sport, par exemple, est-ce que le sport, ça peut être... Le sport, mais ça peut être intéressant comme pour tous. Mais vraiment, je crois que la clé, elle est de se ressouder familialement. Alors qu'on voit les cellules familiales qui explosent plutôt, qui sont plutôt en difficulté, les parents qui sont plutôt inquiets de ce que font leurs enfants, les enfants qui sont défiants vis-à-vis de parents qui sont un peu en difficulté et qui les ont amenés ici et qui leur proposent pour l'instant pas quelque chose de si facile, eh bien, on est ensemble. Et c'est ça notre identité, on est une famille. Olivia? Est-ce qu'il n'y a pas cette sensation de se sentir enfin, ça y est, on est chez nous, on est en Israël, on est libre, c'est là où c'est notre pays et on en fait ce qu'on veut un peu entre guillemets, quoi. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose comme ça, mais plus sur des éléments éducatifs, une impolitesse, certaines largesses qu'on va se permettre dans le comportement. Mais quand on bascule dans la délinquance, eh ben, ça sous-entend des choses plus graves parce que un jeune qui est délinquant, il sait bien qu'il est en train de flinguer son avenir. Et puis, il est en conflit avec ses parents, parce que ses parents, ils n'applaudissent pas des deux mains, ils sont catastrophés. Et donc, pour qu'il fasse quand même ça avec toutes ses conséquences, il ne faut pas juste qu'il se sente chez lui. Il faut justement qu'il ne se sente pas très bien et qu'il ait envie de prendre le pouvoir sur la rue. Et donc, le cadre, toujours cadre familial, vous le répétez très souvent ici dans cette émission. Merci, docteur Lara. Alors, Maxime Pérez, vous revenez. On parle souvent du coût de la vie en Israël. Ça, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Évidemment, très cher par rapport à ce que gagne une grande majorité d'Israéliens et surtout avec des gros écarts socio-économiques comparés aux autres pays membres de l'OCDE. Les rapports régulièrement publiés ont tendance à accabler Israël et pourtant, il y a du mieux de ce côté-là. Il y a du mieux et ce mieux, c'est le salaire minimum en Israël qui vient d'être augmenté grâce à la Commission du travail et des affaires sociales de la Knesset qui vient donc d'approuver son passage à 5300 shekels bruts par mois. C'est grosso modo 1300 €. C'est la seconde augmentation réalisée depuis le début de l'année. La dernière avait eu lieu en janvier dernier. Elle était passée, ce salaire était passé à 5000 shekels et on peut dire que c'est une bonne nouvelle, surtout pour les plus défavorisés. C'est équivalent, vous voulez dire, c'est équivalent maintenant à l'Europe, la moyenne européenne? On est encore un peu loin de la France, typiquement, si on compare le salaire minimum en Israël à celui de la France. En Israël, on a dit 1300 €. En France, il est plutôt aux alentours de 1460 €. Il a été lui aussi augmenté en 2016. Ça reste plutôt proche, mais Israël est en dessous, et ça, c'est quelque chose de plus général par rapport aux autres pays
de l'OCDE. Donc c'est une bonne nouvelle que l'on doit au ministre Moshe Kahlon. Alors oui, en tout cas, lui se revendique cet acquis social, on pourrait même dire ce nouvel acquis social. Il dit même qu'en l'espace de 2 ans, depuis qu'il est ministre, ce salaire minimum a plus été augmenté qu'il ne l'a été pendant les 10 dernières années. En réalité, derrière ces déclarations un peu politiciennes, il faut rappeler certaines vérités. Cette double hausse du salaire minimum en Israël, elle avait été décidée et votée déjà par prévotée par la précédente Knesset où Moshe Kahlon ne siégeait pas et certains membres du Likoud d'ailleurs n'ont pas manqué de lui rappeler. Alors malgré ces querelles politiques, c'est de bonne guerre, disons. On assiste à une série de réformes sociales. Oui, et ça ferait presque envie à nos anciens compatriotes français ce qui se passe en Israël parce que ça bouge sur le plan social. Je vais vous donner quelques exemples en vrac. Les congés payés qui passent de 10 à 12 jours par an pour un jeune salarié, à savoir pour quelqu'un qui a moins de 4 ans d'ancienneté dans une entreprise. Ça reste petit quand même, 12 jours par an quand même. C'est quelque chose... On a connu mieux en Mais France. sans compter les fêtes, c'est ça? C'est vrai. Oui, mais sans on compter les ne fêtes. comptait pas non plus les... Et c'est vrai qu'on est en fête tous les 2 mois quand même aussi, pas d'accord. Surtout en octobre. Oui, on en a vécu. On vient de l'apprécier. Il y a aussi ce nouveau plan d'épargne pour les enfants mené dans le cadre de la sécurité sociale, ce qu'on appelle en Israël le Bitoar Leumi. Ce plan d'épargne, il est obligatoire et il permet à un enfant de bénéficier jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à sa majorité, d'une somme de 50 shekels par mois, ça fait à peu près 12 €, dans un compte où il n'aura accès, et lui seul, pas ses parents, donc, qu'une fois donc arrivé à l'âge de 18 ans. Et puis on pourrait citer également dernièrement la réforme du barème de l'impôt sur les revenus qui là aussi dont bénéficient les plus défavorisés. Là c'est un peu technique et je vous propose qu'on invite plutôt un expert oui, on le fera. À la prochaine émission. Alors est-ce que ce genre de mesures ont un réel impact sur le pouvoir d'achat? Alors c'est difficile parce qu'il faudrait prendre cas par cas les différentes catégories en Israël. Et puis ce qu'on peut dire c'est que plus généralement, c'est un peu délicat de parler d'une amélioration dans la mesure où le niveau des prix en Israël, l'inflation, elle reste élevée. On parle de prix qui sont 13% supérieurs à ceux, par exemple, qui sont pratiqués en France. Ce sont les statistiques qui le montrent. En Israël, la protection sociale, elle reste assez largement défaillante. Certains diront qu'elle est tout simplement perfectible. Prenons l'exemple des personnes âgées en Israël qui représenteront dans une dizaine d'années un tiers de la population. Ça n'est pas rien, on vit assez vieux en Israël, la moyenne d'âge. L'espérance de vie, c'est 82 ans pour les hommes et les femmes. Eh bien, prenons l'exemple par exemple du minimum vieillesse. En Israël, cette allocation elle est de 3000 shekels par mois, alors qu'une personne âgée en Israël, elle en dépense en moyenne 5000 shekels. Donc il y a quand même un fossé. Les vieux sont dépensiers, hein. Merci Maxime Pérez. Merci. Olivia, Oui. vous nous parlez un peu de culture et celle qu'on peut trouver en Israël, près de chez vous. Oui. Maintenant qu'on sait qu'on a plein super salaire pour Ouais. aller dépenser, Voilà, où est-ce qu'on va aller dépenser notre Allez. argent? Alors, on va parler d'une très jolie soirée 100% française. On va pouvoir même pousser la chansonnette si vous voulez m'accompagner avec moi, ce sera avec plaisir. Aznavour, Berger, Goldman, en passant par Starmania, Corneille ou encore Zouk Machine. Toutes les générations vont se régaler à l'occasion de cette soirée 100% chanson française. C'est d'ailleurs la spécialité de Ronnie Cohen, c'est un musicien et chanteur. Il fait revivre, à la demande du public, les grands artistes de la chanson française des années 1900 à aujourd'hui. Alors le principe c'est simple, vous choisissez votre titre et vous montez sur scène. Et Ronnie, lui, vous accompagne à la guitare ou au piano, comme vous voulez. C'est vraiment un super moment à passer en famille ou entre amis. Et c'est dimanche 12 novembre, dès 20h, c'est au bar-restaurant Par Derrière à Tel Aviv-Yafo. L'entrée est libre et il faut savoir que la première salle est déjà complète. Ouais. Donc il a rajouté une deuxième salle pour vous accueillir. si Je vous dis, le t'as pas souhaitez. fait de vanne sur le nom du restaurant. Bah, vous pouvez, hein. Son micro était fermé, c'est J'allais dire que j'étais une habituée et puis je me suis... mais parce que je vais vraiment au bar Le Par Derrière qui a déménagé maintenant à Yafo et qui est en Exact. effet un super endroit sympathique. Monsieur le psychiatre. Eh bien, nous qui a un irons. esprit Autre chose malsain. Oui, on va poursuivre avec du blues. Ah oui. C'est un juif yéménite qui propose un concert au Pazas Club de Tel Aviv. Je ne le connaissais pas avant d'arriver en Israël. Son nom, c'est Ravid Khalalani. J'espère que je l'ai bien prononcé. Non, je ne pense pas. Kharalani. Tu as Kharalani. demandé, Allez, je te l'ai dit. vas-y. Comment prononce-t-on ce nom?
Kahalani. Ouais, on dira ça. On ne sait pas. hein. Ah bon, alors il il faut- est né en tout cas en 1978 en Israël. Son père, lui, vient du Yémen. Et il faut savoir que les Juifs yéménites, chez les Juifs yéménites, la musique se transmet de père en fils, de mère en fille. Et là, le chant, c'est vraiment une histoire sérieuse hein, chez eux. On l'apprend dès le plus jeune âge. Et toute sa jeunesse, eh bien, ce jeune homme a été bercé par les chants traditionnels et religieux de cette communauté. Et très vite, il a eu un coup de cœur pour les artistes d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest. Et donc, il a créé ce groupe Yemen Blues. Sa musique, c'est un mélange de blues, de soul et d'afro-jazz. Donc, vous pouvez l'écouter actuellement dans cette émission. Un répertoire surtout interprété en arabe yéménite, en hébreu également, du marocain. Vous le connaissez, Nive? Je connais un peu, mais je n'ai jamais été en concert. Bon, en tout cas, vous pouvez aller le voir. C'est au C'est Bazaz le Club de Tel Aviv le 16 novembre. 16 novembre. Voilà, ça Et approche. puis, ceux qui aiment le rock, comme Ah bah nous, alors là, vous allez être servis, hein. Alan Parsons Project, Ouais, réservez vite de vos retour places, en hein. Israël. Oui. Ah oui, Le groupe britannique emblématique, il revient pour la 3e fois en Israël, malgré de nombreux appels au boycott. Mais pour le musicien et le producteur Alan Parsons, c'est bien la musique ne connaît pas de frontières. Donc il y est, il y va et on l'attend. Le chanteur et créateur du groupe des années 80, il arrive dans le cadre de sa nouvelle tournée qui marque les 40 ans de l'histoire du groupe. Alan jouera pour la première fois les chansons de cet album iRobot, aux côtés de ses grands succès. Vous les connaissez, j'en suis sûre, on les entend. Sirius, Eye in the Sky, évidemment Time et bien d'autres. Et il sera à Haïfa au Convention Center le jeudi 9 novembre. Le samedi 11 novembre au Menorah Midvashim Arena de Tel Aviv. Il reste quelques places, alors je vous parle, donc dépêchez-vous. et les prix? Les prix, alors c'est pas donné, mais franchement Moi, je ça vaut le vois coup. Hein. 300 € en Ouais, moyenne, ouais, 1200 ouais, shekels. Ouais, mais c'est Waouh. du spectacle, c'est un gros show. Venez hein. me voir plutôt au théâtre. Ah ouais, C'est Bon, moins bah c'est moins voilà, cher il quand y a, même. il y a Si vous voulez Judith payer Merdi. 300 € pour venir me voir, je dis pas non, hein, mais bon, Bon, Il y a rappel, hein, Judith et il y a le Alan 7 et le Parsons. 12. Voilà. Très cher. Et Bruce Springsteen viendra quand, Yves? Parce Le- que là, Bruce Springsteen, quand Waouh. on parle il viendra un jour en Je pense Israël? que maintenant Bruce Springsteen est très occupé à New York. Il est en Oui, mais train bon, on de faire l'attend un ici. show spécial tous les Je soirs. sais bien, je sais bien. Donc ça va prendre du temps parce que je crois qu'il va être très fatigué après cette histoire. Merci Olivia. Nive, on va continuer et vous allez nous faire plaisir ce soir et à moi particulièrement puisque vous allez parler du grand Shlomo Artzi. Notre Bruce dont Springsteen local. C'est ça en fait. Un peu Goldman, un peu... il est populaire chez les francophones? Je pense qu'il est très populaire. D'ailleurs, je l'ai vu à Bruxelles, à Paris depuis des années. Il est venu plusieurs fois. C'est un peu de Johnny Hallyday local, on va dire. Quand Shlomo Artzi va à Paris ou à Bruxelles, c'est un peu bizarre parce qu'il aime venir voir les Juifs de Bruxelles et à Paris, mais il déteste les Israéliens qui sont en dehors d'Israël. Alors Ah il oui. a toujours un problème avec cette histoire, il y a toujours une crise à un C'est moment vrai et c'est très bizarre cette histoire. Ouais. Nive, est-ce que vous avez fait semblant de ne pas entendre que Stéphane Calvo vient de comparer Shlomo Artzi à Johnny Hallyday? Oui, Vous j'ai fait l'avez- semblant. D'accord, ok, très bien. vraiment C'est juste pour le noter. Alors Shlomo Artzi, je vais en parler un petit peu. Alors Shlomo Artzi, je pense qu'on ne peut pas vraiment le comparer avec des vedettes en France parce que Shlomo Artzi, c'est vraiment le mec qui a commencé, il a aujourd'hui 67 ans, donc en 49 il est né. Il a fait 25 albums jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'est jamais arrêté. En fait, il a eu très dur au début. C'est le chanteur qui est sorti des groupes militaires, etc. Mais après ça, en 70, il a eu vraiment un problème très grave. Il n'a pas pu réussir. Donc, il a sorti plusieurs albums avec des maisons de Quel était disques. ce problème? Personne ne voulait écouter Shlomo Artzi pendant les années 70. Il Et était aujourd'hui, boycotté ça a l'air comme ça. bizarre. Ouais. En fin de compte, il a décidé presque de s'arrêter. Les maisons de disques n'étaient plus avec lui. Et il a fait son album seul, le premier album réussi. C'est l'album qu'il a fait tout seul et pour moi, c'est le meilleur. Celui-là, il faut l'écouter. C'est un grand classique. Il s'appelle Gever Olech Leibud. Un homme se perd par la terrasse. Et c'est un truc vraiment dramatique qui n'est pas vraiment très Shlomo Artzi d'après. Et puis Donc il fait après l'Eurovision. 25 albums. Il va Il faire a fait l'Eurovision en 75 ou 76, 11e place. Les années 70 sont très mauvaises pour lui, mais depuis les années 80 et jusqu'à ce jour, alors c'est 2 millions de ventes d'albums, c'est Keisaria et toutes les grandes salles complètes quand il veut, tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, Shlomo quand Artzi, il à veut. Césarée, ça c'est le fameux connu. Ouais, j'ai pas encore c'est été très voir, connu. mais faut- D'ailleurs, il fait aussi des petites places comme Tzavta à Tel Aviv de Ouais. temps en temps. Donc, il aime aussi le public et puis c'est très chaleureux.
c'est la star du Il public est en concert, il est chaleureux, il parle avec les gens. Très. Par contre, tu vois qu'il ne faut pas essayer de traduire, en effet, parce qu'on a entendu tout d'un coup nous dire Gever olech lebud, et tout d'un coup, l'homme qu'il se perd dans la terrasse, on a De là, il vaut exactement. mieux pas, il vaut C'est mieux vrai, pas c'est vrai. C'est quoi c'est ses vrai. influences alors à Shlomarty? Alors, c'est les paroliers. Donc, c'est Bob Dylan, c'est Paul Simon, c'est des trucs comme ça. Johnny Hallyday. Il y tient. Non, plutôt pas. Je pense qu'il a eu plus dur que de faire vraiment de belles chansons. Et de temps en temps, il est critiqué sur ses textes parce qu'il y en a qui sont vraiment formidables, il y en a qui sont un peu légers, disons. Mais sinon, c'est une grande réussite aussi du point de vue financier. Tous les journaux financiers parlent de Shlomarty comme le modèle du chanteur qui sait faire aussi de l'argent, qui est un businessman avec des concerts. Il écrit dans les journaux. Est-ce qu'il est intouchable comme ça ou c'est on est en Israël donc il n'y a pas comme ça le système, le star system? Si, autour de Shlomarty, je crois qu'il y a un... Bon, il la joue très noble, très sympa et simple, Oui. mais il y a une star system quand même Ah oui. autour de Shlomarty. Il y a des agents, il y a une bande qui s'occupe de lui depuis des années. Et Il a chanté c'est avec, très professionnel. avec Bruel? Il a chanté avec Bruel une chanson qui s'appelle Alaska, je crois, ou Islande. Pas Islande. Alaska, Islande. Pas loin. Kémo Il fait froid chez aussi là-bas. Islande. C'est ça. Vous la connaissez, celle-là? Et là, C'était un il va moment reprendre sympa. à allumer le feu ou à l'amour enchaîné. C'était un On va moment lui très souffler. sympa qu'on pourrait voir peut-être. On va l'écouter. Ouais, On peut écouter super. un petit peu. Très bonne idée. C'est là, c'est en ce moment. Alors, Nive, vous voulez pas nous chanter quelques tubes de Shlomarty? Une Si chanson de vraiment Shlomarty. je sais pas, on claque dans les doigts et il y a une guitare qui arrive. Vous jouez? Pour vous, si vous vraiment. Pour Alors vous, on y va. quoi. Pour vous. On C'est claque pas... dans les mains, regardez ce qui arrive derrière vous. Ok, une guitare. Rassurez-moi, vous savez jouer de la guitare, Nive. Un petit peu. Je suis D'accord, plutôt alors. pianiste, mais la guitare juste pour. Alors faites-nous du Shlomarty. Ok, On a envie. d'accord. Je vais essayer. On va voir si vous connaissez. On vous va écoute, essayer. Nive. Alors, on va voir si c'est bien morceau. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה. On va ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, רוחות עצים מלאים בטוב ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמור, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. Et le refrain, ça vous devez connaître. Ah oui, allez tous ensemble. תתארו לכם באיזה יום יפה, שמיים עליכם, האהבה איתכם, כן ככה זה קרה, לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה, תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועותיה. Très joli, c'est très joli. Bravo Nive, Adi, merci beaucoup. Avec plaisir. Nive, c'est très beau, belle voix, Cette belle voix. improvisée, c'est magnifique. Bravo. C'est la fin de cette émission. Mais oui, merci de votre fidélité. Merci à tous nos chroniqueurs ici présents, à la technique, à mes partenaires, David Sidbon, à Johan Guetta à la réalisation, à Liron Chemouni et son équipe de Anatel. On vous retrouve avec grand plaisir très très vite sur Anatel et sur Plus. Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous a présenté Bienvenue chez vous. À plus, à plus, à plus, à plus.